Bonjour, je suis Tara. J'ai payé les frais de scolarité de ma sœur en médecine pendant si longues années. Le jour de la remise des diplômes, elle m'a regardé droit dans les yeux. Les ratés n'ont pas leur place ici. Pars. Ma mère a ri. Tu ne devrais même pas être ici. Je suis resté là, tenant l'invitation que j'avais payée, et j'ai souri. Puis je suis parti. Mais l'effondrement qui a suivi? Ce n'était pas ma vie qui se brisait, seulement l'illusion qu'elles avaient bâtie sur mon silence. Avant de nous lancer, quelle heure est-il là où vous écoutez, et de quelle ville? Laissez un commentaire. Je les lis absolument tous. Commençons. Le parking sentait l'asphalte mouillé et le sucre glace des camions-restaurants qui s'installaient pour la réception. J'étais assise dans ma Prius cabossée et rayée et j'ai compté le contenu du sac cadeau une dernière fois, un charme en forme de stéthoscope monogrammé, une note manuscrite que j'avais réécrite 3 fois, et une paire d'escarpins argent pâle que je comptais enfiler après la cérémonie. Cette saison fiscale, 3 emplois secondaires et une hernie discale avaient payé pour ces escarpins et pour chaque manuel, frais de laboratoire et cours de préparation aux poursuites pour faute professionnelle qui avaient suivi. J'ai expiré un nuage de buée qu'aucun matin de mai dans le Minnesota n'aurait dû contenir, puis je suis sorti, j'ai lissé ma robe bon marché et j'ai marché vers l'auditorium Roy Wilkins. À l'intérieur de l'atrium vitré, une bénévole en veste rouge a souri sans lever les yeux. Elle m'a tendu un badge brillant sur lequel on pouvait lire Maravan, puis m'a fait signe de passer. Mauvais nom, renvoi adéquat. Avant que je puisse demander, la voix de ma mère a traversé le marbre. Tara, par ici. Elle portait un tailleur pantalon couleur jade et saluait comme si nous nous étions parlé tous les jours, ce que nous n'avions pas fait depuis des mois. Dans son autre main pendait un cintre tenant une robe de cocktail vert sauge. Mais ça, a-t-elle chuchoté en la pressant contre ma poitrine. La tienne hurle le rayon des soldes. Les toilettes sentaient la laque et la nervosité. Une étudiante, 2 cabines plus loin, sanglotait dans son téléphone à propos de ses résultats. Sous la cloison, j'ai remarqué des baskets éraflées pointant vers moi, leur bout en caoutchouc reflétant mes ballerines bon marché. J'ai changé de robe, plié la mienne dans mon fourre-tout et j'ai aperçu mon reflet. La robe verte m'allait, techniquement. Sur moi, elle ressemblait à un costume d'emprunt. J'ai appuyé mes paumes sur le comptoir jusqu'à sentir l'os, me rappelant pourquoi j'étais là, pour Darly, ma grande sœur, celle que la famille présentait vraiment aux gens. Un placeur a scanné mon badge, le badge de Mara, et a désigné une chaise pliante derrière la fosse d'orchestre. Les premiers rangs, rembourrés et noués de rubans, étaient occupés par ma mère, le fiancé de Darly et des parents qui n'avaient pas répondu à mes appels depuis les funérailles de papa. De ma place, je ne voyais que le dessus des toques de diplômés et l'éblouissement des lumières de la scène. Des jambes vêtues de lin s'étiraient par-dessus la balustrade devant moi, des talons de créateurs alignés comme des trophées. J'ai glissé mes propres ballerines sous la chaise et j'ai prié pour que la démangeaison de la robe empruntée disparaisse. La procession a commencé. Les flashs des téléphones portables ont transformé l'air en paillettes. Quand Darly a traversé la scène, les oreilles étincelantes, le sourire parfait, j'ai senti la fierté familière monter avec les applaudissements. Elle l'avait fait. Nous l'avions fait. Puis le doyen s'est éclairci la gorge. La famille du docteur Darly Grave peut-elle se lever? Ma mère s'est levée d'un bond. Le fiancé de Darly l'a rejointe. Un oncle que je reconnaissais à peine s'est mis debout en se hâtant. J'ai retenu mon souffle, attendant un signe de tête, un geste de la main, n'importe quoi. Rien n'est venu. Un étranger à côté de moi s'est penché, un sourire poli aux lèvres. Ça vous dérange de vous décaler? Ils prennent une photo de la vraie famille. J'ai fait glisser ma chaise jusqu'à ce que le métal racle le béton, mes joues assorties au tissu sauge. Le flash du photographe s'est déclenché, d'un blanc aveuglant. À cet instant, j'ai senti un goût de nickel dans ma bouche, le goût de la honte, disait papa, quand l'autorité vous appelle par votre nom et que vous savez que vous n'avez rien fait de mal. J'ai touché mon poignet gauche où se trouvait autrefois sa montre, la montre que j'avais mise en gage à la moitié de la 2e année de Darly quand les frais de scolarité avaient grimpé. La marque de bronzage avait disparu, mais le souvenir piquait vivement. La cérémonie est devenue floue. Les applaudissements ont enflé, les discours ont traîné, les toques ont volé. J'ai applaudi quand il le fallait, la gorge serrée. Quand tout fut terminé, la foule s'est dirigée en entonnoir vers la lumière du jour. J'ai suivi, ne portant rien d'autre que le sac cadeau et le silence qui m'enveloppait. Près de la sortie, un petit garçon tapait sur un tonneau de don vide, le bruit sourd et creux faisant écho dans ma cage thoracique.
Je me suis arrêté à côté de lui, j'ai laissé tomber le sac cadeau à l'intérieur et j'ai continué à marcher. Dehors, le froid semblait honnête. Sur les marches, ma mère faisait poser Darly à côté d'une bannière sur laquelle on pouvait lire « Guérisseur de demain ». J'ai envisagé d'attendre une chance de me glisser dans le cadre, puis je me suis souvenu des mots du photographe. Ils avaient déjà leurs photos. Une décision s'est installée en moi comme de l'acier qui refroidit. Je me souviendrai de cette journée, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Je ne m'en dirai pas pour appartenir. Je m'assurerai que la facture arrive là où elle devait arriver. Je ne le savais pas encore, mais la façon la plus rapide de faire saigner un chirurgien est de lui présenter la facture. J'ai quitté l'auditorium avant que quiconque ne remarque que le sac cadeau avait disparu et j'ai fait le tour du bâtiment, en suivant les panneaux indiquant le jardin de la réception. Le soleil de fin de printemps avait dissipé le froid, mais je serrais toujours la boîte à pâtisserie contre mes côtes comme si la chaleur pouvait s'infiltrer à travers le carton. À l'intérieur se trouvait un gâteau rectangulaire red velvet glacé avec l'inscription « Félicitations, Dr Grave », écrit à la poche et payé par la sœur qui avait apparemment réussi en échouant. Une arche en treillis blanc encadrait la terrasse, où les tables débordaient de brochettes de crevettes et de cidre pétillant. Une bannière indiquait le futur médecin, le même slogan que celui de la cérémonie, sauf que maintenant il flottait au-dessus de photomatons en forme de flacons de prescription. J'ai cherché mon nom sur le tableau d'accueil. Quelqu'un avait imprimé Tara Grave en lettres bulles, puis avait tiré un trait de travers dessus et écrit « réservé au marqueur ». L'encre avait bavé sur le papier comme un bleu qui se forme lentement. Carole se tenait près du bar à Mimosa, riant avec les futurs beaux-parents de Darly, chacun tenant une flûte teintant de fruits. Elle portait le tailleur pantalon jade comme une armure, les épaules carrées, les cheveux immobiles face à la brise. J'ai soulevé le gâteau à hauteur d'épaule, espérant que le geste attirerait son attention. Au lieu de cela, elle a ajusté son collier de perles et a dit au groupe « Voilà le genre de fille que vous voulez élever. » Elle connaît sa valeur, ne se contente jamais de moins. J'ai fait un pas en avant. Maman. Son sourire s'est estompé comme les lumières le font avant une panne de courant. Tara, tu as réussi à venir. Puis, sans baisser la voix, elle a demandé, as-tu apporté des assiettes? Nous n'en avons commandé que pour les invités. J'ai apporté le gâteau, ai-je répondu, en le posant soigneusement sur une table d'appoint. Le fiancé de Darly, Carter, a offert un signe de tête poli. Il avait le charme facile d'un homme qui n'avait jamais attendu un prêt sur salaire. Darly s'est approché, le diplôme toujours à la main, sa blouse blanche pliée sur son bras comme un ruban de trophée. Elle s'est figée en me voyant. « Pourquoi es-tu ici ?»« Parce que j'ai payé pour chaque heure de cours de ce moment, ai-je dit. » Le sourire de Carter s'est crispé. Carole a eu un petit rire derrière son champagne. « Exactement, ma chérie. C'est pourquoi tu aurais dû rester en arrière-plan. » Un photographe avec un téléobjectif a rassemblé Darly, Carole, Carter et 3 professeurs en un demi-cercle serré. Il m'a fait signe de m'écarter avec un haussement d'épaule contrit. J'ai demandé, assez bas pour que seul Darly entende, une photo? Juste nous deux. Elle n'a pas pris la peine de se tourner. Je suis désolé, mais les ratés n'ont pas leur place ici. Tu ne devrais même pas être à ce niveau. Les mots ont tranché plus nettement que n'importe quel scalpel qu'elle tiendrait jamais. Je me suis ressaisi, j'ai lissé le tissu sauge qui me démangeait toujours, et j'ai reculé. L'obturateur de l'appareil photo a cliqué, un applaudissement en staccato auquel je n'étais pas invité. J'ai placé le gâteau non coupé sur le buffet à côté des hors-d'œuvre intacts, j'ai essuyé le glaçage de mes doigts et je suis parti sans un mot de plus. Dans le parking, mes escarpins argentés ont tenu 3 pas avant que les lanières ne me mordent les chevilles. Je les ai enlevés, les ai jetés sur le siège passager et j'ai conduit pieds nus. Le volant était chaud, mais le silence à l'intérieur de la voiture brûlait plus fort encore. Les feux de circulation se sont fondus en un long souvenir, le travail de nuit au cabinet comptable, remplissant des formulaires 1099 jusqu'à l'aube, les déjeuners mangés dans les bus de la ville entre 2 missions d'intérim, la soupe en conserve réchauffée au micro-ondes dans la salle de pause d'une clinique pendant que les étudiants en médecine se plaignaient de la charge de travail. Ces souvenirs semblaient autrefois nobles. Maintenant, ils ne semblaient que lourds. Sur l'autoroute, j'ai ouvert les 4 fenêtres, laissant le vent fouetter la robe sauge contre mes genoux. Quelque part derrière moi, des ballons éclataient alors que des familles célébraient des avenirs déjà payés. Devant moi, il n'y avait que de l'asphalte, des panneaux de sortie et la première bouffée d'air pur que j'avais prise depuis des années. J'ai réalisé, quelque part entre les bornes kilométriques,
que le vide n'était pas une perte, c'était de l'espace. Un espace que je n'avais jamais eu parce que je l'avais rempli avec les factures de tout le monde. Au moment où j'ai atteint le parking de mon appartement, le soleil était bas, peignant le bâtiment de traînées cuivrées. J'ai coupé le moteur, j'ai regardé mes pieds nus sur la pédale de frein et j'ai compris. Ce n'était pas l'effondrement d'une relation, c'était mon émancipation d'une description de poste non rémunéré. Fournisseuse invisible, poste supprimé. Demain, il y aurait des factures à trier, des appels à retourner, peut-être un agent de crédit exigeant des réponses que je ne devais pas. Mais ce soir-là, j'étais simplement la femme qui était enfin sortie de l'arrière-plan et qui regardait le projecteur se tourner ailleurs. Je pensais m'éloigner d'une famille cruelle, mais en réalité, je marchais droit dans le piège qu'elles avaient tendu des années auparavant. L'horloge du tableau de bord clignotait 18h42 quand je suis entré dans mon complexe résidentiel, la lumière orangée s'accumulant dans les nids de poules devant. Je portais mon sac à main, les escarpins abandonnés, et rien d'autre, pas de fleurs, pas de photos de diplôme. En haut de 2 volets de marche en béton écaillé, l'appartement sentait le marc de café brûlé et les plats à emporter de la semaine dernière, car je n'avais pas été à la maison assez longtemps pour jeter quoi que ce soit. J'ai actionné l'interrupteur. Une seule ampoule a bourdonné et est restée faible. C'était suffisant. Le courrier était éparpillé sur le canapé, facture de service public, demande de dons, chaque enveloppe estampillée urge, bien qu'aucune d'entre elles n'ait d'importance ce soir. Ce qui importait, c'était le nœud qui se formait derrière mes côtes, le sentiment que les insultes de la réception n'étaient que des bleus superficiels sur quelque chose de fracturé depuis longtemps. J'ai ouvert mon ordinateur portable, moitié par routine, moitié parce que les chiffres me calment habituellement. Le fond d'écran montrait encore Darly et moi enfants avec des t-shirts assortis du 4 juillet, souriant si largement qu'on aurait pu croire que nous étions des sœurs qui vieilliraient ensemble. J'ai failli le changer, j'ai décidé que l'image pouvait rester comme preuve, puis je me suis connecté. Chrome se souvenait de chaque portail d'aide financière que j'avais géré pour elle, des mots de passe que je n'avais pas tapés depuis le premier printemps de la pandémie. J'ai cliqué à travers les archives jusqu'à ce que les registres de frais de scolarité remplissent l'écran. Les frais de remise de diplôme, les cautions de laboratoire, une rose pour laquelle j'avais viré de l'argent 6 mois plus tôt était estampillée et payée par une bourse. Mon nom n'était nulle part. Un prix de mérite académique privé et du conseil de l'hôpital couvrait tout depuis 2 ans. 2 ans. C'était le semestre où elle avait failli échouer en anatomie et m'avait supplié de lui donner des cours particuliers qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle n'avait gagné aucun prix de mérite ce trimestre-là. J'avais signé les chèques. Mon cuir chevelu a picoté. J'ai fait défiler plus vite, scrutant champ de contributeur après champ de contributeur. Pas un seul van de listé. Alors d'où venait vraiment l'argent? Et pourquoi étais-je soudainement invisible pour le registre, tout comme je l'étais pour le photographe? J'ai ouvert notre ancien dossier partagé, poussiéreux de fichiers PDF oubliés. Près du bas se trouvait un fichier Word, et ses bourses finales 2.docs. J'avais relu les premières ébauches, cette version, je ne l'avais jamais ouverte. Le premier paragraphe m'a coupé le souffle. Je viens d'un foyer brisé. Je subviens à mes besoins depuis l'âge de 16 ans, travaillant en double service pour rester inscrite. Mes parents sont décédés. Ma sœur, bien que vivante, est un fardeau avec ses dettes et sa déception. Elle m'avait enterrée vivante dans un compte de charité, la même sœur qui avait mis en gage la montre de son père pour que Darly ne manque pas la chimie organique. J'ai relu les lignes jusqu'à ce qu'elles deviennent floues, puis j'ai remarqué des commentaires en suivi de modifications dans la marge. Le relecteur, quelqu'un du conseil, avait écrit « Récit de résilience puissant ». Approbation très probable. J'ai fermé le document. Les souvenirs se sont assemblés en une courte pointe de trahison plus petite, Darly planant derrière moi la nuit où elle a accidentellement supprimé l'alerte de calendrier pour mon entretien d'embauche en comptabilité. Maman servant du rôti de bœuf pour le 25e anniversaire de Darly pendant que je mâchais des pâtes froides, Darly disant à son groupe d'études, j'étais intelligente avant, puis je me suis contenté de moi. Individuellement, elles avaient fait mal. Ensemble, elles formaient la carte d'une élimination préméditée. Je n'étais pas choqué, le choc avait expiré sur la terrasse du jardin. Ce que je ressentais maintenant, c'était une clarté glaciale, le genre de clarté que possèdent les auditeurs lorsque les registres refusent de s'équilibrer. J'ai déverrouillé le tiroir de la table de chevet et j'en ai sorti un carnet étroit intitulé « Ce que j'ai payé ». Des lignes à l'encre listaient chaque chèque de banque, chaque virement Venmo, chaque nuit où j'avais pointé après minuit. J'ai tourné à la dernière page, j'ai débouché un stylo et j'ai écrit, aujourd'hui, le dernier mensonge de Darly.
Au bout du couloir, la télévision d'un voisin riait à une blague de sitcom. Dehors, une sirène hurlait vers le sud en direction du centre-ville. Mon appartement restait silencieux, la table basse fissurée reflétant la lumière de l'unique ampoule. J'ai compris ce qui devait se passer ensuite, et cela demandait plus de calme que de colère. J'ai sauvegardé chaque fichier sur un disque dur externe, les étiqueté responsabilités familiales et les glissé dans la pochette du carnet. Puis j'ai rédigé un courriel au conseil de l'hôpital, une demande polie de clarification concernant la bourse de mérite accordée au docteur Darly Grave, en joignant les paiements que j'avais effectués pendant la même période. Je l'ai enregistré dans les brouillons. L'envoi pouvait attendre le matin, quand le café aiguiserait les contours de la résolution. Avant d'éteindre, j'ai changé le fond d'écran pour une ardoise vierge. Les sourires du 4 juillet ne veilleraient pas sur moi cette nuit. Et cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas couper les ponts. J'allais retirer les fondations sur lesquelles elles pensaient se tenir. Le sommeil n'a jamais eu sa chance. À 5 heures du matin, le ciel au-dessus de Saint-Paul n'était qu'une pâle suggestion de la lumière du jour, mais mon esprit réorganisait déjà les lignes de registre. J'ai glissé hors du lit, j'ai cherché à tâtons la boîte inifugée sous le sommier et j'ai ouvert les loquets. À l'intérieur se trouvaient des fragments d'une vie antérieure que j'avais rangés comme des boutons dépareillés, des reçus de dépenses de mission de conseil, un badge d'identification si décoloré par le soleil que les lettres semblaient fantomatiques. J'ai passé un pouce sur le plastique, Tara Manette, consultante en stratégie de système de santé, réseau médical Weston. À l'époque, j'avais porté ce titre avec une fierté modeste. Projet à court terme, salaire décent, bureau sans histoire. Une partie de ma rémunération avait été versée en micro-actions, un avantage que personne à 27 ans n'apprécie pleinement. J'avais jeté les relevés trimestriels dans cette boîte et j'étais passé à autre chose. Maintenant, ces bouts de papier semblaient plus lourds que la montre mise en gage ne l'avait jamais été. Je me suis changé pour un pantalon noir et un chemisier bleu marine, j'ai attaché mes cheveux et j'ai traversé la ville alors que le trafic du matin bâillait encore. Le cabinet d'avocat de Harold Glenville occupait un demi-étage d'un entrepôt reconverti qui sentait l'huile de citron et le papier vieillissant. Glenville, les sourcils gris et toujours 3 pas plus lent que ses mots, m'a accueilli avec un sourire perplexe. Mademoiselle Vaughn. Ça fait un bail. La saison des impôts. Quelque chose de plus délicat, ai-je répondu en m'installant dans un fauteuil en cuir qui a sifflé sous mon poids. J'ai produit le badge et une pile de vieux certificats d'action. J'ai besoin de les faire vérifier et évaluer. Il a ajusté ses lunettes bifocales, a sifflé doucement. Weston Medical, 1. Ils ont explosé depuis notre dernière conversation. Fusionnés 2 fois. Ils exploitent maintenant des hôpitaux dans 5 États, y compris le centre hospitalier universitaire où votre sœur vient d'être diplômée, si les nouvelles sont exactes. C'est bien celui-là, ma voix est restée neutre. Il a tapé, ses lunettes tapotant le clavier. Un diagramme à barre a fleuri sur son moniteur. Le cours actuel place votre participation à environ 2,8% des avoirs de la société mère. Pas un bloc de vote, mais assez important pour que les gens rappellent. Une onde de satisfaction, froide et mesurée, m'a parcouru. Pouvez-vous imprimer le calendrier des réunions du conseil? Glenville a marqué une pause. Ils verront votre accès. J'y compte bien. L'imprimante a vrombi. Pendant qu'il agrafait les pages, j'ai ouvert la liste des donateurs du Conseil des bourses sur mon téléphone. Mon nom était absent, mais sous au conseiller opérationnel, j'ai repéré Gideon Reyes, autrefois l'analyste le plus brillant de Weston, et autrefois l'homme qui m'avait quitté pour un poste à Houston la même semaine où Darly avait appelé en pleurant à propos de la microbiologie. Je suis sorti dans le couloir et j'ai composé son numéro. 3 sonneries, puis le baryton familier. Tara? Ça fait des années. Gideon, j'ai besoin d'une faveur discrète. Je t'envoie un fichier. Fais suivre tout ce que tu trouves à l'adresse privée à l'intérieur. Silencieusement, il a expiré. C'est à propos de Weston ou de ta sœur? Il s'avère que c'est la même histoire, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel avant que la nostalgie ne complique les choses. De retour au bureau, Glenville a fait glisser 2 dossiers sur le bureau, l'un avec mon résumé d'actionnaire, l'autre avec les instructions de vote par procuration. Vous pouvez assister aux réunions à distance ou en personne, a-t-il dit. Dans tous les cas, ils prêteront attention. C'est le but. J'ai rangé les documents dans mon fourre-tout et lui ai serré la main. L'horloge derrière lui a sonné 8 heures.
Encore assez tôt pour que le standard central du conseil remarque une nouvelle connexion parmi leurs investisseurs. En fin d'après-midi, une notification a retenti sur mon téléphone, statut de révision de la bourse, initié. La partie demanderesse n'était listée que comme ETM. J'ai imaginé Darly consultant ses courriels entre deux tournées de célébration, voyant ses lettres flotter comme un nuage d'orage au-dessus de son ciel soigneusement arrangé. Elle connaîtrait les initiales. Elle ferait probablement les 100 pas, accuserait peut-être un employé. Finalement, cependant, elle sentirait le sol bouger, incertaine si le sol en dessous était solide ou emprunté. Ce soir-là, j'ai préparé du thé et je me suis assise près de la fenêtre, les lumières de la ville s'allumant une par une. Quelque part, la journée parfaite de Darly s'assombrissait sur les bords, non pas par un scandale public, pas encore, mais par une question qu'elle ne pouvait pas répondre à voix haute, à qui appartient vraiment la scène sur laquelle je me tiens. Je tenais la tasse chaude, non pas triomphante, simplement certaine. Réécrire une histoire commence par vérifier les notes de bas de page. Et je venais de souligner la première propriété. Je n'étais pas là pour la ruiner. Pas encore. Je voulais juste qu'elle ressente ce que c'est quand quelqu'un réécrit votre histoire sans votre permission. L'alerte anonyme était partie. De légères ondulations se déplaçaient sous la surface. Je me suis promis d'être patiente. Laisser l'eau s'agiter avant de jeter des pierres. 2 jours plus tard, le service du courrier a livré une enveloppe ivoire, plus épaisse que les autres. Sur le rabat, l'écriture de ma mère formait des boucles en cursive soignées. Tu es la bienvenue. Porte simplement quelque chose d'approprié. Aucune chaleur, seulement des instructions, comme si ma présence était une corvée qu'elle avait déléguée. Le vendredi est arrivé avec un air humide pressant contre les vitres du centre-ville. J'ai choisi une robe fourreau bleu marine que j'avais portée à un banquet de remise de prix d'entreprise des années plus tôt, rien de tape à accent grave-l'œil, coupé juste assez pour suggérer la confiance, pas la compétition. Cheveux épinglés, rouge à lèvres discret. J'ai conduit jusqu'au Cobalt House, le genre de restaurant qui liste les plats principaux sans prix parce que quiconque importait n'avait pas besoin de demander. Un voiturier a ouvert ma portière, son poli bonsoir ricochant sur la tension enroulée dans mes épaules. À l'intérieur, des suspensions lumineuses brillaient sur des tables en marbre et des vases d'orchidées blanches. Un hôte a consulté la liste des invités. Mon nom est resté sous son doigt plus longtemps que ce qui semblait normal, comme s'il hésitait à le rayer. Finalement, il a fait un geste vers une salle semi-privée encadrée de verres dépolis. Célébration familiale, au bout de ce couloir. Professeurs et donateurs se mêlaient, des visages que je reconnaissais de comités de subvention où j'avais autrefois rédigé des justifications budgétaires en tant que nègre littéraire. Ils offraient de petits signes de tête, ne parvenant pas à me situer. Un administrateur a dit « N'étiez-vous pas avec l'équipe de redressement de Weston ?» J'ai souri et les laissé deviner. Des applaudissements ont éclaté près de l'entrée. Darly est apparue dans un satin blanc qui drapait comme un clair de lune. Elle rayonnait de l'aisance de quelqu'un certain d'appartenir. Sans me voir, elle a glissé vers un bienfaiteur aux cheveux argentés, lui a baisé la joue et a déclaré « Sans vous, je ne serais pas là ». Les appareils photos ont cliqué. Mère planait derrière eux, redressant l'ourlet de Darly, se prélassant dans une gloire empruntée. Le plan de table me plaçait à une table d'appoint avec 2 résidents juniors et un conjoint consultant les cours de la bourse. Mon salut a à peine levé leurs yeux. Pourtant, j'ai déplié ma serviette en lin et j'ai inspiré. J'étais ici pour témoigner, pas pour me battre. Les plats principaux débarrassés, le champagne rempli à nouveau, un micro portable à grincer. Darly a pris la position centrale sous un lustre en cristal. Merci à tous de croire en moi, a-t-elle commencé, la voix douce comme du velours. Elle a remercié les membres du conseil, son fiancé, ses mentors. Puis elle a souri, d'un air vif et délibéré. Même ma sœur aînée, Lynn, qui m'a appris ce qu'il ne faut pas devenir. Des rires ont parcouru la salle. Certains invités semblaient incertains, mais la plupart ont suivi l'exemple. Mère a levé son verre, les lèvres courbées. Mon rythme cardiaque est resté stable. Seuls mes doigts se sont resserrés, les ongles pressant des demi-lunes dans ma serviette. Darly a continué, en étirant chaque syllabe. Le véritable amour ne tient pas les comptes. Il donne et donne à ceux qui en sont dignes. La phrase a atterri comme une gifle enveloppée dans de la soie. J'ai reconnu la technique, rabaisser tout en prêchant la vertu pour que toute protestation paraisse mesquine. Le résident junior à côté de moi a chuchoté, sauvage. J'ai posé mon verre d'eau sans commentaire, j'ai trouvé ma pochette et je me suis levé.
Personne ne m'a arrêté. Près de la sortie, une petite table contenait des cartes et des cadeaux emballés. J'y ai placé mon enveloppe. À l'intérieur, un pendentif vintage que notre grand-mère avait promis de transmettre à la petite fille qui ferait preuve de la plus grande grâce. Je l'avais gardé en sécurité pendant des années. Peut-être que le laisser ici était une dernière écriture d'Odite. Dans le miroir du couloir, la robe bleu marine paraissait plus sombre, comme si elle absorbait l'excès de lumière de la pièce. J'ai étudié mon reflet et non pas l'affaissement de la fatigue ou le pincement de la déception, mais la fermeté dans mes yeux. J'avais autrefois pensé que l'endurance était une vertu. Maintenant, je voyais qu'elle pouvait être un travail de fondation. Je suis passé devant le voiturier, j'ai décliné son offre de parapluie et j'ai laissé la bruine chaude moucheter mes cheveux. Quelque part derrière la vitre, un toast a retenti, étouffé par la pluie et la distance. J'ai enlevé mes talons, je les ai portés jusqu'à la voiture et je les ai placés à côté de la boîte à gâteaux vide que je n'avais toujours pas jetée. Les vieux symboles perdent leur sens lorsque le registre s'équilibre enfin. Je lui avais appris à marcher, à parler, à postuler à l'université. Et maintenant, elle apprenait à la salle comment m'effacer. Il était temps que je lui rappelle de qui elle avait appris tout ça. J'ai quitté le parking du restaurant cette nuit-là avec la pluie mouchetant le pare-brise, le rire de ma sœur résonnant encore derrière les murs de verre. Plus je conduisais, plus les échos s'atténuaient, jusqu'à ce qu'une seule pensée demeure, l'humiliation est temporaire. Les dossiers sont éternels. Cette clarté m'a suivi tout le samedi et jusqu'au dimanche, bourdonnant comme un appareil laissé allumé dans une autre pièce. À l'aube du lundi, l'appartement était bleu de la lumière matinale. J'ai rempli la bouilloire, l'ai posée sur la cuisinière et j'ai de nouveau attrapé la boîte inifugée sous mon lit. À l'intérieur attendait cette année de paperasse, virement bancaire, chèque de banque et reçu de frais de scolarité rose estampillés et payés toujours par moi, jamais par le bienfaiteur fantôme listé à la cérémonie. Je les ai étalés sur la table de la cuisine pour que chaque dollar me regarde dans les yeux. Il y avait aussi le relevé d'intérêt que j'avais couvert lorsque le paiement automatique de Darly avait été refusé pendant sa 3e année. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique. Ce n'est que $200, Tara. Je te rembourserai à Noël. Elle n'en a jamais reparlé. J'ai glissé ce relevé sur le dessus. La bouilloire a sifflé. J'ai versé une tasse, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé la lettre en langage simple, je vous écris pour corriger le dossier concernant le docteur Darly Elgrave. J'ai agi en tant que son unique sponsor financier d'août 2020 à mai 2024. Documentation ci-jointe. Veuillez mettre à jour les remerciements publics et internes en conséquence. Pas d'adjectif, pas de supplique. La vérité n'a pas besoin de décoration. J'ai scanné chaque reçu, j'ai joint les fichiers, puis je suis resté immobile, le curseur planant au-dessus de envoyer. Une brise a fait vibrer la fenêtre entr'ouverte, apportant l'odeur de lilas humide. Papa disait, un fait est comme un vent de printemps. Il peut vous glacer, mais il purifie l'air. J'ai cliqué. Le sifflement du courrier sortant a sonné comme une porte qui se déverrouille. Pendant les 2 semaines suivantes, la vie a continué par petites touches domestiques, feuilles de calcul au travail, chargement du lave-vaisselle le soir, jogging sur le chemin de la rivière à l'aube. Mais une pulsation d'anticipation palpitait sous tout cela. Quand l'enveloppe du conseil médical est finalement arrivée blanche, officielle, fine, je l'ai ouverte avec un couteau à steak. Nous apprécions votre clarification. Le registre en ligne a été corrigé. Une plaque révisée sera installée le semestre prochain. 4 phrases. C'est tout ce qu'il a fallu pour déplacer un projecteur, centimètre par centimètre. Le téléphone a sonné après le coucher du soleil. Le numéro de maman. Je me suis préparé et j'ai répondu. Tara, as-tu envoyé quelque chose? Sa voix manquait de son vernis habituel, usé jusqu'au bois nu. J'ai dit la vérité au conseil, ai-je dit. Une pause. J'ai entendu le bruit de la télévision en arrière-plan, puis le clic de sa mise en sourdine. Tu as toujours été la discrète. J'ai attendu plus de la colère, de la culpabilité, n'importe quoi. Mais elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, surprise par la douleur qui a suivi. Discrète n'était pas un compliment, c'était le coin dans lequel elle m'avait poussé depuis l'enfance. J'ai erré jusqu'au couloir où 2 photos encadrées étaient encore accrochées. La première montrait mon adolescence, accroupie à côté de Darly, 8 ans, son ruban de l'Expo Science attrapant la lumière du soleil. J'avais l'air fière, elle avait l'air triomphante.
La seconde, une impression récente, montrait Darly dans sa blouse blanche, le bras passé sous celui d'un chirurgien senior, ma mère rayonnant à leur côté. Mon absence ne laissait aucun vide, elles avaient recadré le monde pour l'adapter à leur version. J'ai envisagé d'enlever les 2 cadres mais je les ai laissés. Les preuves sont précieuses, même quand elles font mal. À la place, j'ai ouvert mon carnet, je suis allé à la dernière page et j'ai écrit une nouvelle entrée, dossier du conseil corrigé. Invisibilité révoquée. Quelque part en ville, Darly rafraîchirait son CV et verrait un nom qu'elle n'avait pas invité revenir dans son histoire. Pas par vengeance. Par souci de précision. Je ne demandais plus à être aimé. Mais je n'allais pas non plus être effacé. Cette résolution s'est installée sur moi comme un manteau sur mesure alors que le dernier dimanche de mai arrivait, le jour de la grande cérémonie de remise des diplômes. Au milieu de la semaine, une enveloppe plus épaisse que du courrier publicitaire a glissé sous ma porte. Pas de note manuscrite, juste l'événement universitaire en haut et un billet avec un code barre à l'intérieur. Placement général, rangée et siège laissés en blanc. Ils en avaient envoyé des centaines comme ça, mais celui-ci avait mon adresse, et c'était suffisant. Je me suis habillé avec une simplicité délibérée, pantalon gris, chemisier en lin, cheveux torsadés en un chignon bas. Le seul ornement était le pendentif terni de grand-mère reposant contre ma clavicule, la chaîne réparée avec du fil de fer de quincaillerie après des années dans un tiroir. J'ai sauté le maquillage. L'authenticité me semblait maintenant une armure. Les rues du campus étaient bloquées à midi, des familles jonglant avec des bouquets et des ballons à l'hélium qui tremblotaient au-dessus de la foule. J'ai suivi des flèches peintes vers l'arène, laissant la marée me tirer à travers les détecteurs de métaux et dans le rugissement de l'anticipation. Les placeurs guidaient les parents vers des sections codées par couleur. Je me suis glissé jusqu'au dernier rang, où des chaises pliantes serraient le mur de béton. Point de vue parfait, anonymat parfait. De là-haut, j'ai repéré Mère immédiatement, son tailleur pantalon jade recyclé du dîner, posté au premier rang, au centre, à côté de Carter et de 2 professeurs que j'avais briefés pendant leur crise budgétaire. Darly était assise 3 sièges plus loin, sa toque équilibrée si soigneusement qu'elle semblait agrafée. L'ensemble de cuivre a joué un accord plein d'espoir. La salle s'est assombrie. Les lignes processionnelles ont avancé. J'ai joint mes mains pour les empêcher de s'agiter et je me suis rappelé, la présence est un pouvoir, même en silence. Les orateurs ont défilé au pupitre, distribuant des platitudes sur la résilience et le service. Les noms défilaient comme les perles d'un chapelet, chaque cri de fierté ricochant jusqu'au chevron. Puis la rangée de Darly s'est levée. Elle a traversé la scène avec une démarche assurée de chirurgien, a accepté son étui de diplôme et a pivoté vers le podium pour l'hommage des étudiants. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Bon après-midi, a-t-elle commencé, la voix amplifiée et confiante. Elle a remercié les professeurs, les mentors de recherche, les généreux donateurs. Elle a levé les yeux vers Mère et Carter avec une chaleur étudiée, a marqué une pause, mais a sauté toute mention de sacrifice familial, pas même un signe de tête à la femme qui avait organisé toutes les ventes de pâtisseries au lycée. J'ai noté l'omission sans surprise, c'était cohérent avec son nouveau récit. Des applaudissements ont suivi, polis et impeccables. Quand ils se sont tus, le doyen Holloway est retourné au microphone, ses pages bruissant. Avant de conclure, a-t-il dit, nous souhaitons reconnaître un bienfaiteur privé dont le soutien a discrètement assuré l'éducation ininterrompue d'une étudiante. Mon pouls battait dans mes oreilles. Les chaises ont grincé alors que les gens se penchaient en avant. La personne a demandé à ne pas être mise en lumière, a poursuivi le doyen, mais a estimé que la précision importait. Nous honorons sa discrétion et sa générosité. Il n'a pas révélé de nom, seulement cette douce insistance sur le pronom féminin. Pourtant, la syllabe a porté. J'ai vu Mère jeter un regard de côté, les yeux plissés. Les épaules de Darly ont tressailli. Son sang-froid a tenu, mais le sourire impeccable a vacillé pendant un demi-battement de cœur. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait. Une vague d'applaudissements courtois s'est levée et est retombée. Je suis resté assise, les mains jointes. Aucune partie de moi ne voulait se lever. La reconnaissance n'était pas le but. La correction l'était. Pourtant, une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, stable, silencieuse, suffisante. La cérémonie s'est terminée. Les familles se sont déversées dans les allées, les programmes battant comme des oiseaux. Je suis sorti avec eux, les escaliers lourds d'écho, et dans la lumière dorée de fin d'après-midi.
Les appareils photo cliquaient sur la pelouse ou des groupes posés sous des pommiers en fleurs. J'ai longé le sentier périphérique, sans hâte, observant simplement. Et près de la statue du fondateur de l'université, Darly s'est arrangé entre Carter et le doyen pour des photos. Le tressaillement précédent avait disparu, remplacé par son éclat prêt pour l'appareil photo. Elle a levé le regard pour se repositionner à un réflexe et pendant un seul battement de cœur, nos yeux se sont croisés à travers la pelouse. Pas d'éclat de colère, pas de supplique, juste de l'incertitude, comme si elle voyait une ombre qu'elle ne pouvait nommer. J'ai soutenu son regard, puis j'ai offert un petit signe de tête. Une reconnaissance, pas une invitation. Elle a cligné des yeux, s'est retournée vers ses admirateurs, et le moment est passé. J'ai continué vers le parking, croisant des étudiants étreignant leurs grands-parents, des pères portant des bouquets qu'ils oublieraient bientôt dans les restaurants. Mes pas semblaient légers, presque flottants. Des années à chercher l'approbation avaient été un tapis de course. En décembre révélait un sol solide. Je n'avais pas besoin qu'elle me dise merci. Mais à partir de ce jour, elle ne pourrait plus prétendre que je n'avais pas existé. Je n'ai pas envoyé la lettre pour la blesser. Je l'ai envoyée pour qu'elle se souvienne de qui elle était autrefois, avant que l'ambition ne devienne sa seule famille. Ce dimanche-là, la lumière du matin se glissait paresseusement à travers les stores, peignant de douces lignes sur la petite table de ma cuisine. Je me tenais debout dans ma robe de chambre usée, pieds nus, le linoléum frais sous mes pieds. La cafetière gargouillait derrière moi, emplissant l'air d'une odeur familière et amère. Et elle était là, une enveloppe couleur crème, papier épais, coin net. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais cette écriture. Celle de Darly. Je l'ai fixée un instant, les bras croisés, puis je me suis retourné pour verser mon café. Je n'ai pas touché l'enveloppe, je ne l'ai même pas déplacée. J'ai juste posé ma tasse à côté et je me suis appuyé contre le comptoir, soufflant doucement sur la surface avant de prendre une gorgée. La lettre ne suppliait pas d'être lue. Elle était juste là, silencieuse et patiente, comme si elle savait qu'elle finirait par gagner. Au moment où je l'ai ouverte, mon café avait refroidi. 2 pages, pliées en 2. Pas de « Cher Tara », pas de salutation du tout, juste ces mots, soigneusement tapés, comme si elle se les était lus à voix haute d'abord pour s'assurer que rien ne s'approchait de trop près de la chaleur. Elle commençait par me remercier d'avoir corrigé les dossiers à l'université, sa phrase, pas la mienne. Puis elle écrivait qu'il aurait pu être inapproprié de ne pas me reconnaître pendant le discours de remise des diplômes. Pas mal, pas méchant, juste inapproprié. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si indubitablement elle, polie, distante, élégante, même dans l'acte de réécrire la culpabilité en courtoisie. Et puis venait la vraie raison pour laquelle elle avait écrit. Darly postulait pour une résidence de recherche compétitive, une prestigieuse d'après la façon dont elle la décrivait. Elle avait besoin d'accéder à de vieux documents financiers qui étaient encore liés à mon nom. Son nom ne suffisait plus, apparemment. Alors elle voulait ma signature. Pas le pardon, pas même la compréhension, juste un coup de stylo. Une transaction. J'ai lu la lettre 2 fois, la deuxième fois plus lentement, laissant chaque mot s'installer. Elle n'avait pas demandé comment j'allais. Elle n'avait pas dit merci de manière significative. Elle n'avait même pas pris la peine de la rendre personnelle. Elle avait juste besoin de quelque chose. Encore une fois. Je me suis assise à la table, plaçant la lettre à côté de ma tasse de café. Une petite fissure courait le long du bord de la céramique, quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Je l'ai tracée avec mon pouce, puis, sans y être invité, le souvenir est venu, vif et froid. Cette nuit d'hiver, des années auparavant, Darly avait appelé en larmes. La bourse n'avait pas abouti, son loyer était en retard, elle avait besoin de livres pour le semestre de printemps. J'avais travaillé en double service ce jour-là, mais j'étais resté debout tard à calculer ce que je pouvais reporter à ma facture de téléphone, les courses, le chauffage pour pouvoir lui virer l'argent. Elle n'a jamais su que j'avais sauté des repas ce mois-là ou que j'avais dû demander un délai pour mon propre loyer. Elle n'a jamais demandé. Mais je n'essayais pas d'être son héroïne. J'essayais juste de maintenir son rêve en vie. Cette version d'elle, la jeune fille de 16 ans aux yeux brillants et à la voix tremblante, elle avait juré une fois qu'elle n'oublierait jamais ce que j'avais fait. Maintenant, il semblait qu'elle l'avait fait. J'ai sorti une enveloppe vierge de mon tiroir, ainsi que le formulaire dont elle avait besoin. Je l'ai signé proprement. Pas d'hésitation, pas de mots, pas de commentaires. Juste ce qu'elle avait demandé.
Mais avant de sceller l'enveloppe, j'ai ajouté autre chose. Glissée entre les pages se trouvait une feuille de papier de cahier lignée pliée, douce avec l'âge. L'écriture de Darly, grande, en boucle, un peu désordonnée, remplissait la page. C'était la lettre qu'elle m'avait écrite après que son conseiller d'orientation au lycée lui ait dit qu'elle avait une chance d'entrer dans cette université. Elle m'avait supplié de l'aider, avait juré d'étudier dur, de me rendre fier, et de ne jamais oublier qui avait rendu cela possible. En bas, elle avait dessiné un minuscule smiley, à moitié taché par son pouce. Je n'avais pas regardé cette lettre depuis des années, mais je l'avais gardée, pliée dans une boîte à souvenirs, cachée derrière de vieilles cartes d'anniversaire et des polaroïds délavés. Cette fille qui l'avait écrite, elle ressemblait à un fantôme maintenant. J'ai scellé l'enveloppe, l'ai pressée pour la fermer, et je l'ai déposée dans la boîte aux lettres au coin de la rue, juste après l'endroit où le trottoir se fissure en deux. Puis je suis rentré, je me suis versé une autre tasse de café et je suis sorti sur le balcon. La rue en bas était exceptionnellement calme. Quelques lève-tôt promenaient des chiens ou portaient des sacs de course, leur conversation flottant vers le haut par bribes. Quelque part, un saxophone jouait faiblement depuis une fenêtre ouverte. Tu n'as pas oublié, elle chuchotait à l'air matinal. Tu as juste arrêté de choisir de te souvenir. Ce n'était pas dit avec colère, ni même avec déception. Juste la vérité. Il y a une certaine paix à abandonner le besoin d'être reconnu. Cela vous libère pour exister sans leur permission. Et parfois, c'est suffisant, même quand ils demandent à nouveau sans vraiment demander. L'enveloppe était partie. La table était de nouveau dégagée, à l'exception de ma tasse de café et d'un minuscule vase que j'avais fait des semaines auparavant, son émail encore craquelé là où le four l'avait embrassé de manière inégale. Je n'ai pas envoyé la lettre pour la blesser. Je l'ai envoyée pour qu'elle se souvienne de qui elle était autrefois, avant que l'ambition ne devienne sa seule famille. Et puis, j'ai laissé le silence revenir. Ce dimanche s'est installé, lent comme le miel dans un thé chaud. J'ai ouvert la porte d'entrée de mon atelier, laissant entrer le soleil de l'après-midi. La lumière frappait le parquet en douces rayures. Le tour était déjà installé, l'argile humide, les outils propres, attendant simplement. J'ai enfilé mon tablier par-dessus ma tête, j'ai rassemblé mes cheveux en un chignon lâche et j'ai pressé mes pouces dans la terre qui tournait. Un vase cette fois, col étroit, base généreuse. Il a commencé à monter, façonné par des années de mémoire musculaire et le rythme silencieux de la respiration que j'avais appris à connaître comme une prière. Autour de moi, des étagères abritaient des pièces que j'avais terminées, certaines parfaites, la plupart non, mais elles étaient à moi. Chacune d'entre elles. Personne dans ma famille n'avait demandé à les voir, pas une seule fois, même pas quand j'ai ouvert cet atelier. Mais cela n'avait pas d'importance. Plus maintenant. Le téléphone fixe a sonné. J'ai failli ne pas répondre. C'étaient surtout des appels automatisés ou d'anciens étudiants essayant de me vendre une assurance. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. Allô ? Une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Tara ? C'est Janie. Ta tante. Je me suis appuyé contre le rebord de la fenêtre, le cœur serré. Elle s'est éclaircie la gorge. J'ai eu des nouvelles de ta mère. Elle se renseigne, quelque chose à propos de la maison. J'ai cligné des yeux. La maison. Oui, l'ancienne maison. Elle dit qu'elle cherche à transférer les choses, mais quelque chose semblait louche, alors j'ai vérifié les registres. Sa voix s'est adoucie. Tara, ton nom n'est plus sur l'acte de propriété. Il ne l'est plus depuis 2018. Le silence qui a suivi a semblé plus fort que le bourdonnement du tour. Je me suis dit que tu devrais savoir, a-t-elle ajouté doucement, avant qu'elle ne transforme ça en autre chose. J'ai regardé l'argile. Elle s'était un peu déformée. Bien sûr que non, ai-je murmuré. Bien sûr qu'il est parti. Je l'ai remercié. Elle n'a pas demandé de détails, Janie ne le faisait jamais. Elle avait toujours su laisser de l'espace sans me faire sentir abandonné. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise, les paumes encore tachées de terre, et je me suis souvenu de l'hiver 2018. La semaine où Darly a été acceptée en médecine. La semaine où j'ai puisé dans mon propre fonds d'urgence pour payer une autre facture en retard dont elle ne m'avait même pas parlé. Je ne savais pas alors que pendant que je virais de l'argent d'un compte à l'autre, ma mère refinançait la maison dans mon dos. Ma part partie, mon nom jamais rétabli. Juste comme ça. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Elles avaient besoin de mon argent,
pas de moi. Et quand l'argent s'est épuisé, leur chaleur aussi, comme quelqu'un qui ferme une porte qui n'avait jamais été vraiment ouverte. La fin de l'après-midi a rendu l'atelier doré. Les ombres s'étiraient. J'ai paré le vase et je l'ai placé sur l'étagère de séchage, m'essuyant les mains sur le tablier alors qu'un coup résonnait à la porte. Je me suis figé un instant. Personne ne venait jamais ici sans appeler d'abord. Un autre coup, celui-ci plus silencieux. J'ai ouvert la porte lentement. Ce n'était pas Darly. Une femme âgée et posée se tenait là, ses cheveux gris soigneusement tirés en arrière, vêtue d'un simple manteau bleu et tenant une sacoche en cuir. Son visage était inconnu mais bienveillant. « Bonjour », dit-elle, sa voix douce. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. Je suis le docteur Meshom. J'étais le mentor de Darly pendant ses stages en médecine. » Je me suis écarté instinctivement. « Entrez. » Elle a jeté un regard autour de l'atelier avec une révérence silencieuse. Cet endroit, il semble si paisible. Je lui ai offert une chaise, et elle s'est assise, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Je ne suis pas venu de la part de Darly », a-t-elle commencé. Elle ne sait pas que je suis là. Je voulais rencontrer la femme qui a élevé un médecin. J'ai eu un petit rire sec. Je ne l'ai pas élevé. Elle m'a regardé doucement. Peut-être pas au sens traditionnel. Mais elle a écrit sur vous dans son essai d'admission. Cela m'a prise au dépourvu. Elle a dit que vous étiez la raison pour laquelle elle savait comment continuer, que vous lui aviez appris ce que signifiait vraiment la résilience. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas cligné des yeux. Mais quelque chose s'est fissuré doucement à l'intérieur de moi, comme l'émail de ce vase que j'avais cuit trop fort. Pas cassé, juste imparfait d'une manière qui racontait une histoire plus profonde. Je me suis dirigé vers l'une des étagères, j'ai pris une pièce que j'avais gardée sans raison particulière, un vase bleu doux, un peu décentré mais tenant toujours sa forme. « Tenez », ai-je dit en le lui tendant. « Donnez-lui ça. Ou gardez-le. Peu importe. Elle ne saura pas que je vous l'ai donné. » Le docteur Meshom l'a tenu à deux mains, comme s'il était fait de quelque chose de précieux. « Elle le saura un jour », dit-elle doucement. Les gens retournent toujours à leur début, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Après son départ, je ne suis pas retourné autour. Je me suis assise sur le balcon à la place, regardant le soleil sombrer derrière les vieux toits. La ligne d'horizon était calme. Pas de fanfare, juste la fin d'une journée comme les autres. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a changé. J'ai arrêté d'espérer qu'elle me verrait un jour comme je les voyais. J'ai lâché la version de la famille dans laquelle j'avais continué à essayer de m'inscrire, parce que ce qui s'était effondré n'était pas à moi de le réparer. Ça ne l'avait jamais vraiment été. Ce que j'avais construit maintenant, cette vie, cet art, cette paix était réel. Et c'était suffisant. Je n'avais pas été effacé de leur histoire. J'avais juste choisi d'arrêter de m'inscrire dans leurs illusions.